Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. C'est le fondateur du CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, qui vous parle au gré d'un enregistrement que je mets à la disposition exclusive de Chronos et de son forum La Porte du Temps. Mon but est de vous entretenir succinctement de mon opinion à propos des orbes et surtout de ce que je pense être la meilleure manière d'obtenir des résultats dans une recherche qui passionne énormément de monde. Bien sûr, la récolte de témoignages, c'est-à-dire en l'occurrence de photos ou de vidéos, est incontournable et représente également une base de données, une matière de travail sans laquelle aucune recherche ne serait possible. Mais la méthode de recherche s'avère primordiale si l'on veut pouvoir avancer plutôt que de s'éparpiller, dégager les hypothèses intéressantes et parvenir aux résultats que tous attendent, savoir enfin ce que sont les orbes. Est-ce qu'il ne s'agit que de simples poussières, d'artefacts de matière en suspension dans l'air ou de phénomènes lumineux, voire de simples accidents techniques ou encore des particularités dues aux appareils, ou au contraire sommes-nous aux portes de découvertes très étonnantes? Il est indispensable selon moi de savoir raison garder et de ne pas s'envoler dans des diatribes lyriques, des exclamations émerveillées, une quelconque paranoïa contre une éventuelle invasion extraterrestre, ou encore des manifestations de l'au-delà, en passant par toutes les autres hypothèses plus ou moins farfelues. Bien sûr, nous savons tous qu'il reste possible que l'une de ces hypothèses soit finalement la bonne, en dépit de ce que nous prétendent les scientifiques. Mais afin de pouvoir étayer ces causes, on ne pourra jamais se contenter de convictions intimes ou de certitudes personnelles. On ne peut pas se cantonner à ce qui ne s'apparente qu'à des croyances ou des élucubrations. Si on veut aboutir à une authentification, il faut bien garder à l'esprit que, quelle que soit la nature finale des orbes, cela risque d'aboutir à une révolution scientifique, à un bouleversement confessionnel très lourd de conséquences au niveau religieux, ou à des révélations dont nous ne pouvons encore que très difficilement imaginer la portée. Mais même si les prétentions sont beaucoup plus modestes, l'authentification en question ne se fera jamais sans le recours à la méthodologie traditionnelle scientifique. Il faut donc impérativement que les hypothèses émises s'assortissent de preuves tangibles, concrètes, indiscutables, mais aussi qu'elles puissent entrer en conformité avec le faisceau de connaissances acquises, sans quoi il nous faudra aussi pouvoir soutenir ces thèses dans le même esprit afin que les choses restent plausibles. Je ne vous cache pas que cet aspect de la recherche peut avoir quelque chose de rebutant, qu'il s'agit d'un travail de bénédictin, que cela fait très coupeur de cheveux en quatre, et donc que cela pourrait en décourager ou en dissuader plus d'un. Mais sans le respect d'une déontologie correcte, sans le recours à une méthode strictement épistémologique, si on s'abstient des notions de quantifiable, de qualifiable, de pondérable, de reproductible en laboratoire, ou en tout cas, si l'on tente de court-circuiter l'examen attentif et très strict de la question par des expérimentateurs patentés, on ne fera que végéter dans un monde peuplé d'incertitudes, d'idées inachevées qui auront elles aussi un côté très frustrant. Bref, on n'obtiendra jamais gain de cause et le travail réalisé jusqu'ici sera perdu, ou pire encore, relégué définitivement au rang des sornettes et des balivernes. Or donc, on le sait très bien, il est arrivé que la science se trompe, mais elle progresse par la correction de ses propres erreurs. Elle-même ne procède que par tâtonnement et expérimentation 1000 fois renouvelées. En dépit de cela, elle doit parfois encore se remettre en question, c'est vrai. Tout cela est entendu. Cependant, il ne faudrait pas non plus s'imaginer, sous ce prétexte, que le recours à la science soit vain et que l'on puisse le détourner. Car en définitive, c'est toujours le labeur acharné, la méthode appliquée dans un sens très strict, ne permettant aucune fantaisie, qui a permis d'aboutir à l'essor que l'on connaît actuellement, les progrès technologiques, la conquête de la Lune et le début d'une exploration spatiale qui n'en est encore qu'à ses prémices. Tout cela est bien beau, me direz-vous. Je viens d'insister lourdement sur l'importance de la méthode, de l'expérimentation, de la réitération des phénomènes observés. Il faut aussi parler des connaissances que les chercheurs doivent, ou en tout cas devraient, maîtriser avant de se lancer dans 1000 hypothèses. Il faut par exemple, pour reprendre le problème à sa source, considérer que si les orbes sont apparus aussi bien en mode argentique, polaroïde que numérique, c'est malgré tout incontestablement ce dernier phénomène, c'est-à-dire le développement du numérique, qui a coïncidé avec le développement de la phénoménologie que nous étudions.
Entendons-nous bien, il faut donc non seulement disposer des connaissances requises en matière de photographie, du fonctionnement comparatif des appareils, ce qui est déjà révélateur d'importantes différences qu'il faut tenir en ligne de compte, mais il faut également savoir que la démocratisation des APN, les facilités octroyées par ce nouveau système qui a supplanté l'argentique et l'utilisation d'un système complètement différent, ont considérablement modifié la statistique des apparitions d'orbes, de sorte que, d'une certaine manière, le phénomène s'entretient de lui-même et ne fait que se ramifier, se subdiviser et finalement exploser au-delà de ce qu'il mérite initialement. Ce qui n'est d'ailleurs déjà pas peu de choses. Il est important de pouvoir prendre en considération, de la manière la plus sérieuse qui soit, l'ensemble des points qui sont susceptibles de provoquer le phénomène sans le moindre recours au paranormal, au surnaturel ou à tout autre domaine de l'inexpliqué. Voilà un point très important d'épistémologie de la recherche sur les phénomènes inexpliqués, c'est de procéder par étapes et par exclusion. L'un des principes sacrés du CERPI réside bien dans le fait d'éliminer prioritairement toutes les possibilités d'explication rationnelle, ce qui représente énormément de choses, avant de seulement commencer à envisager d'avancer des thèses moins conventionnelles. Il faut donc, par exemple, que l'on soit bien conscient du monde invisible et pourtant bel et bien présent qui nous entoure, et ne pas seulement évoquer de petites poussières occasionnelles que l'on aurait déjà tendance à sous-estimer. Faut-il des exemples? Eh bien, vous allez être servi. À part nos traditionnelles poussières, qui peuvent déjà être très différentes d'une localité à l'autre, d'un pays à l'autre, et a fortiori d'un continent à l'autre, et desquelles il faudrait pouvoir idéalement disposer d'une base de données et d'échantillons variés, qui donneraient une idée la plus exacte possible des substances qui y sont présentes. Chacune d'elles, au niveau microscopique, peut en effet interférer sur les photos par leur seule composition chimique et les propriétés physiques qui y sont associées. Elles peuvent donc aussi se charger électriquement et présenter un comportement qu'un manque d'études sérieuses qualifierait d'intelligent, alors qu'il ne s'agirait que de l'application de phénomènes très connus. Mais notre milieu environnant peut également être chargé de microbes, de bactéries, de bacilles, de virus. Il n'a nul besoin qu'il pleuve ou qu'il fasse seulement du brouillard pour disposer d'infimes gouttelettes d'eau en suspension. La transpiration, la seule respiration, et parfois même celle de la personne qui photographie, les postillons, tout ça peut donner le même effet. À tout ce que je viens de dire, on peut encore ajouter tout ce qui concerne la pollution atmosphérique, dont on parle pourtant beaucoup, mais sans vraiment se la représenter visuellement, les déchets d'hydrocarbures, présents surtout avec l'explosion du développement des transports automobiles. On devrait encore citer la quantité incroyable de substances qui sont produites par les êtres humains, que chacun connaît, mais que beaucoup ont tendance à oublier. Les produits cosmétiques, la laque, les parfums, mais aussi les substances dégagées par la sécrétion corporelle, les phéromones par exemple. Et même ces mêmes phéromones, malgré leur caractère infinitésimal, peuvent être véhiculés sur des kilomètres, tant par les humains que par les animaux. En dehors de cela, nous devons encore prendre en considération un domaine extrêmement important et que l'on sous-estime tout autant, celui de la propagation de la lumière. Si vous avez usé vos fonds de culotte sur les bancs scolaires, il est fort probable que des professeurs, dont vous gardez un impérissable souvenir, j'en suis convaincu, vous aient titillé les méninges à coups de lentilles concaves ou convexes, biconcaves ou biconvexes, de milieux plus ou moins réfringents, d'indices de réfraction ou de diffraction, ou de vous permettre par la suite de vous aventurer dans des questions relatives à la dualité de la lumière entre le corpusculaire et l'ondulatoire. Il ne s'agit ici pourtant que de quelques exemples, et que je ne vais pas poursuivre de peur de vous assommer par la quantité de matière que cela représente, mais qu'il faut pourtant ne jamais oublier dans nos études car elle est très importante. On peut parler de simples reflets, mais il faut pouvoir avoir seulement une idée de ce que notre milieu environnant, dans sa simplicité apparente, peut générer comme interaction ou interférence. Il ne faut pas perdre de vue que de minimes modifications peuvent en finale provoquer des phénomènes très différents de ceux attendus. Pour illustrer mes propos, je ne parlerai que de quelques exemples connus, mais très souvent oubliés. L'ombre d'une personne qui apparaît démesurée sur le trottoir d'en face. L'incroyable différence qu'une image peut donner dans un palais des glaces si le sujet se déplace, même très peu. Le fait que l'être humain ne peut que très difficilement rester strictement immobile, et que, en dépit de toute sa réelle sincérité, si l'on devait prendre des mesures très précises, on mettrait effectivement en évidence des modifications
qui à elles seules peuvent modifier le résultat. Il ne faut pas oublier non plus que notre milieu environnant, qui nous paraît parfois strictement immobile, ne nous donne qu'une apparence fallacieuse. Cette voiture est-elle en stationnement? Eh bien vous me direz qu'on peut en tirer la conclusion qu'elle ne bouge pas. Or, elle est déjà soumise au mouvement de rotation de la Terre, tout comme vous et moi. Le Soleil se déplace lui aussi, même si quelques secondes ne semblent pas changer grand-chose, mais ça peut faire quand même une différence. La voiture est montée sur des pneumatiques, ce qui la rend sensible aux vibrations, et il en serait d'ailleurs de même si elle était rivée au sol. Une foule de considérations nous échappe au quotidien, à chaque seconde de notre existence. Quantité de rayonnement passe complètement inaperçue, simplement parce que l'œil humain n'y est pas sensible, et il ne viendrait pourtant à l'idée de personne de mettre leur existence en doute. Je vais me permettre de faire une petite pause pour respirer, et pour vous permettre également de récupérer un petit peu de toute cette masse de données. Je vous fixe rendez-vous, à tout de suite. Voici donc la deuxième partie de la conférence sur les orbes et la méthodologie de recherche, destinée, je vous le rappelle, exclusivement à Chronos et à son forum de la Porte du Temps. Rassurez-vous, je n'en ai plus pour très longtemps, du moins en ce qui concerne cette conférence. Pour le reste, eh bien, nous verrons bien, mais je ne suis pas pressé. Alors, on le conçoit donc désormais, l'étude s'avère beaucoup plus complexe et sensible qu'elle ne paraît. Elle requiert énormément de sérieux, de connaissance et de bonne volonté, de courage et de persévérance. De très nombreux obstacles se dressent devant nous, mais je ne voudrais absolument pas vous en décourager. Tout cela devrait au contraire nous encourager, car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je le dis et je le répète, car ce point est primordial, et je le répéterai d'ailleurs ad libitum s'il le fallait, la seule façon d'étudier convenablement la problématique des orbes consiste à respecter avant toute chose une méthode très stricte et rigoureuse, dans une optique aussi scientifique que possible, avec un esprit épistémologique. Tous les grands spécialistes de la question vous le diront, on peut même aller jusqu'à parler d'ascèse lorsqu'il est question d'éliminer les possibilités d'explication rationnelle. À côté de cela, toutes les hypothèses lancées à tout va sont bonnes à prendre, elles pourraient servir un jour, elles constituent en tout cas des pistes que l'on ne peut pas se permettre d'éviter et de passer sous silence, mais elles resteront toujours à ce stade sans jamais pouvoir évoluer si on ne les accompagne pas de preuves indubitables. Je suis parfaitement conscient du fait que vous allez m'objecter que ces preuves soient inaccessibles. Là aussi, c'est ce qu'elles semblent en apparence. Mais il faut pouvoir s'inscrire sur le long terme et profiter de circonstances qui permettent des rapprochements fortuits. Même l'observation de phénomènes apparemment subjectifs peut recevoir une autorité si on l'assortit de mesures indirectes. Si vous désirez un exemple, je dirais qu'il faut considérer ces orbes qui dansent sur de la musique de Mylène Farmer en considérant leur déplacement et en jugeant de leur synchronisation avec le rythme et ou la mélodie, de juger par exemple à l'oscilloscope des mouvements ondulatoires créés par l'émission des sons qui composent la musique. S'agit-il de particules qui réagissent à un phénomène naturel, la propagation du son, parce que leur masse est infime et qu'elles subissent certains types de vibrations, ou bien s'agit-il d'un comportement volontaire dicté par une certaine sensibilité émotive ou artistique? Toutes les particules réagissent-elles dans un parfait ensemble ou seulement certaines d'entre elles, ce qui mettrait à ce moment-là en évidence des goûts personnels ou une fatigue? Si l'on reproduit l'expérience, on pourrait peut-être observer des mouvements de masse que l'on retrouve chez les humains. En faisant varier la qualité et le volume du son, on obtiendrait sans doute des différences de comportement et on obtiendrait des seuils que l'on pourrait qualifier d'auditifs ou réactionnels. La mesure de ces paramètres serait sans doute édifiante. Un autre exemple résiderait dans l'observation d'un phénomène assimilable à celui de l'écriture automatique réalisée par certains médiums. Dans certains cas, il semblerait en effet que ceux-ci puissent, par leur faculté extrasensorielle, dévoiler la suite et la fin de symphonies inachevées à cause du décès de leur auteur. Un bon professeur de musique, un connaisseur en la matière, pourrait déterminer si la suite prétendument révélée s'inscrit parmi les caractéristiques artistiques et les habitudes de l'auteur, ou s'il s'agit d'un simple plagiat plus ou moins habile, mais qui pourrait donner le change aux auditeurs. Que donnerait donc la danse des orbes dans ce contexte?
S'il s'agit d'esprit, n'y verrait-il que du feu, ou s'arrêterait-il instantanément en constatant la supercherie? Si des orbes sont des esprits, que donne la TCI à leur sujet? L'enregistrement de leurs propos entre-t-il en conformité avec un vécu vérifiable? Ce ne sont là que de petites pistes qui donnent en tout cas une vague idée du rapprochement que l'on pourrait établir entre des phénomènes intangibles et des paramètres identifiables. Dans tous les cas, il faut tenter d'isoler les phénomènes, ce qui représente une tâche extrêmement ardue, mais cela constitue aussi un procédé des plus valables. On peut aussi multiplier les occurrences et les paramètres à apprécier, mais dans ce cas, il faut pouvoir disposer non seulement de la technologie ad hoc, mais aussi des possibilités d'interprétation correcte, ce qui ne semble pas plus aisé. Or donc, l'étude des orbes pourrait passer par de solides notions de sociologie et d'histoire, de médecine et de psychologie, voire de psychosomatique, sans compter toutes les disciplines que j'ai déjà citées précédemment, en y incluant encore celles que je n'ai pas évoquées. On ne peut que le constater, tout cela fait partie d'un gigantesque programme, extrêmement difficile à mettre en œuvre parce que cela implique non seulement des moyens financiers, la reproduction d'expériences très nombreuses, le facteur temps, le nombre de personnes, la simultanéité des itérations, mais encore nombre de facteurs humains. Une tâche insurmontable, je ne le crois pas, mais je n'ai jamais dit que ce serait facile non plus. Une première considération serait à mon humble avis à mettre en place, celle qui consisterait à rassembler les potentialités, les compétences et les moyens plutôt que de les disséminer et les morceler dans d'innombrables associations. C'est l'union qui fait la force. Il s'agit d'une devise belge, et ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, c'est loin d'être toujours vrai dans notre pays. Mais cela veut dire aussi qu'il soit nécessaire de recadrer les personnes en permanence vers l'esprit méthodologique, le raisonnement structuré que j'ai évoqué. Cela implique parfois aussi, hélas, que l'on doive opérer un tri entre les personnes réellement désireuses d'avancer et les illuminer de tout poil qui pollue la recherche. On ne refera pas le monde, vous le savez très bien, et ni le CERPI ni moi-même n'avons la prétention de la perfection. Je n'ai donc fait ici que vous suggérer ce qui me paraissait la meilleure façon d'agir. Il ne s'agit pas d'une invention de ma part et encore moins d'un ordre, mais d'un procédé qui a fait ses preuves tout au long des siècles et qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons communiquer comme nous le faisons en dépit des distances. On aurait aussi pu procéder par tam-tam, par signaux de fumée ou pigeons voyageurs, mais je pense que vous constaterez par vous-même la différence d'efficacité. Rien n'empêche le brainstorming, ni d'appliquer la devise de Thomas Edison, 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Ce qui comptera en définitive, ce sera toujours ce qui découlera de la méthode la plus appropriée, le rasoir d'Occam et l'apport d'éléments concrets. Il ne suffit pas d'avoir des idées de génie, encore faut-il pouvoir en apporter la démonstration et que celle-ci respecte le principe du tiers exclu ou se fasse par l'absurde ou encore par récurrence. Mais cette démonstration ou ces preuves doivent exister. C'est notre principale pierre d'achoppement et c'est à nous de ne pas venir y trébucher. En conclusion, vous l'aurez compris, pour moi et jusqu'à preuve du contraire, les éléments en notre possession ne nous permettent pas encore de dire si les orbes sont autre chose que des phénomènes strictement naturels et la théorie prioritaire reste, en ce qui me concerne du moins, que ce n'est rien de plus, que tout soit donc explicable. Tout, eh bien non, il reste toujours un très faible pourcentage de possibilités que ce soit tout à fait autre chose, et que, comme je l'ai dit, nous sommes peut-être aux portes d'une découverte fabuleuse, révolutionnaire. Ce n'est qu'une raison de plus pour effectuer des études sérieuses, bien construites en respectant la méthodologie que je préconise pour la propre sauvegarde de l'étude en elle-même, pour la crédibilité de chacun, pour la science et pour l'humanité. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Au revoir. Où s'arrêterait-il instantanément en constatant la supercherie? Si des orbes sont des esprits, que donne la TCI à leur sujet? L'enregistrement de leurs propos entre-t-il en conformité avec un vécu vérifiable? Ce ne sont là que de petites pistes qui donnent en tout cas une vague idée du rapprochement que l'on pourrait établir entre des phénomènes intangibles et des paramètres identifiables. Dans tous les cas, il faut tenter d'isoler les phénomènes, ce qui représente une tâche extrêmement ardue, mais cela constitue aussi un procédé des plus valables. On peut aussi multiplier les occurrences et les paramètres à apprécier, mais dans ce cas, il faut pouvoir disposer non seulement de la technologie ad hoc,
mais aussi des possibilités d'interprétation correcte, ce qui ne semble pas plus aisé. Or donc, l'étude des orbes pourrait passer par de solides notions de sociologie et d'histoire, de médecine et de psychologie, voire de psychosomatique, sans compter toutes les disciplines que j'ai déjà citées précédemment, en y incluant encore celles que je n'ai pas évoquées. On ne peut que le constater, tout cela fait partie d'un gigantesque programme, extrêmement difficile à mettre en œuvre parce que cela implique non seulement des moyens financiers, la reproduction d'expériences très nombreuses, le facteur temps, le nombre de personnes, la simultanéité des itérations, mais encore nombre de facteurs humains. Une tâche insurmontable, je ne le crois pas, mais je n'ai jamais dit que ce serait facile non plus. Une première considération serait à mon humble avis à mettre en place, celle qui consisterait à rassembler les potentialités, les compétences et les moyens plutôt que de les disséminer et les morceler dans d'innombrables associations. C'est l'union qui fait la force. Il s'agit d'une devise belge, et ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, c'est loin d'être toujours vrai dans notre pays. Mais cela veut dire aussi qu'il soit nécessaire de recadrer les personnes en permanence vers l'esprit méthodologique, le raisonnement structuré que j'ai évoqué. Cela implique parfois aussi, hélas, que l'on doive opérer un tri entre les personnes réellement désireuses d'avancer et les illuminés de tout poil qui polluent la recherche. On ne refera pas le monde, vous le savez très bien, et ni le CERPI ni moi-même n'avons la prétention de la perfection. Je n'ai donc fait ici que vous suggérer ce qui me paraissait la meilleure façon d'agir. Il ne s'agit pas d'une invention de ma part, et encore moins d'un ordre, mais d'un procédé qui a fait ses preuves tout au long des siècles, et qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons communiquer comme nous le faisons en dépit des distances. On aurait aussi pu procéder par tam-tam, par signaux de fumée, ou pigeons voyageurs, mais je pense que vous constaterez par vous-même la différence d'efficacité. Rien n'empêche le brainstorming, ni d'appliquer la devise de Thomas Edison, 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Ce qui comptera en définitive, ce sera toujours ce qui découlera de la méthode la plus appropriée, le rasoir d'Occam et l'apport d'éléments concrets. Il ne suffit pas d'avoir des idées de génie, encore faut-il pouvoir en apporter la démonstration. Un exemple, je dirais qu'il faut considérer ces orbes qui dansent sur de la musique de Mylène Farmer en considérant leur déplacement et en jugeant de leur synchronisation avec le rythme et ou la mélodie, de juger par exemple à l'oscilloscope des mouvements ondulatoires créés par l'émission des sons qui composent la musique. S'agit-il de particules qui réagissent à un phénomène naturel, la propagation du son, parce que leur masse est infime et qu'elles subissent certains types de vibrations, ou bien s'agit-il d'un comportement volontaire dicté par une certaine sensibilité émotive ou artistique? Toutes les particules réagissent-elles dans un parfait ensemble, ou seulement certaines d'entre elles, ce qui mettrait à ce moment-là en évidence des goûts personnels ou une fatigue? Si l'on reproduit l'expérience, on pourrait peut-être observer des mouvements de masse que l'on retrouve chez les humains. En faisant varier la qualité et le volume du son, on obtiendrait sans doute des différences de comportement et on obtiendrait des seuils que l'on pourrait qualifier d'auditifs ou réactionnels. La mesure de ces paramètres serait sans doute édifiante. Un autre exemple résiderait dans l'observation d'un phénomène assimilable à celui de l'écriture automatique réalisée par certains médiums. Dans certains cas, il semblerait en effet que ceux-ci puissent, par leur faculté extrasensorielle, dévoiler la suite et la fin de symphonies inachevées à cause du décès de leur auteur. Un bon professeur de musique, un connaisseur en la matière, pourrait déterminer si la suite prétendument révélée s'inscrit parmi les caractéristiques artistiques et les habitudes de l'auteur, ou s'il s'agit d'un simple plagiat plus ou moins habile, mais qui pourrait donner le change aux auditeurs. Que donnerait donc la danse des orbes dans ce contexte? S'il s'agit d'esprit, n'y verrait-il que du feu, ou s'arrêterait-il instantanément en constatant la supercherie? Si les orbes sont des esprits, que donne la TCI à leur sujet? L'enregistrement de leurs propos entre-t-il en conformité avec un vécu vérifiable? Ce ne sont là que de petites pistes qui donnent en tout cas une vague idée du rapprochement que l'on pourrait établir entre des phénomènes intangibles et des paramètres identifiables. Dans tous les cas, il faut tenter d'isoler les phénomènes, ce qui représente une tâche extrêmement ardue, mais cela constitue aussi un procédé des plus valables. On peut aussi multiplier les occurrences et les paramètres à apprécier, mais dans ce cas, il faut pouvoir disposer non seulement de la technologie ad hoc, mais aussi des possibilités d'interprétation correcte, ce qui ne semble pas plus aisé.
Or donc, l'étude des orbes pourrait passer par de solides notions de sociologie et d'histoire, de médecine et de psychologie, voire de psychosomatique, sans compter toutes les disciplines que j'ai déjà citées précédemment, en y incluant encore celles que je n'ai pas évoquées. On ne peut que le constater, tout cela fait partie d'un gigantesque programme, extrêmement difficile à mettre en œuvre, passeront toujours à ce stade, sans jamais pouvoir évoluer, si on ne les accompagne pas de preuves indubitables. Je suis parfaitement conscient du fait que vous allez m'objecter que ces preuves soient inaccessibles. Là aussi, c'est ce qu'elles semblent en apparence. Mais il faut pouvoir s'inscrire sur le long terme et profiter de circonstances qui permettent des rapprochements fortuits. Même l'observation de phénomènes apparemment subjectifs peut recevoir une autorité si on l'assortit de mesures indirectes. Si vous désirez un exemple, je dirais qu'il faut considérer ces orbes qui dansent sur de la musique de Mylène Farmer en considérant leur déplacement et en jugeant de leur synchronisation avec le rythme et ou la mélodie, de juger par exemple à l'oscilloscope des mouvements ondulatoires créés par l'émission des sons qui composent la musique. S'agit-il de particules qui réagissent à un phénomène naturel, la propagation du son, parce que leur masse est infime et qu'elles subissent certains types de vibrations, ou bien s'agit-il d'un comportement volontaire dicté par une certaine sensibilité émotive ou artistique? Toutes les particules réagissent-elles dans un parfait ensemble, ou seulement certaines d'entre elles, ce qui mettrait à ce moment-là en évidence des goûts personnels ou une fatigue? Si l'on reproduit l'expérience, on pourrait peut-être observer des mouvements de masse que l'on retrouve chez les humains. En faisant varier la qualité et le volume du son, on obtiendrait sans doute des différences de comportement et on obtiendrait des seuils que l'on pourrait qualifier d'auditifs ou réactionnels. La mesure de ces paramètres serait sans doute édifiante. Un autre exemple résiderait dans l'observation d'un phénomène assimilable à celui de l'écriture automatique réalisée par certains médiums. Dans certains cas, il semblerait en effet que ceux-ci puissent, par leur faculté extrasensorielle, dévoiler la suite et la fin de symphonies inachevées à cause du décès de leur auteur. Un bon professeur de musique, un connaisseur en la matière, pourrait déterminer si la suite prétendument révélée s'inscrit parmi les caractéristiques artistiques et les habitudes de l'auteur, ou s'il s'agit d'un simple plagiat plus ou moins habile, mais qui pourrait donner le change aux auditeurs. Que donnerait donc la danse des orbes dans ce contexte? S'il s'agit d'esprit, n'y verrait-il que du feu, ou s'arrêterait-il instantanément en constatant la supercherie? Si les orbes sont des esprits, que donne la TCI à leur sujet? L'enregistrement de leurs propos entre-t-il en conformité avec un vécu vérifiable? Ce ne sont là que de petites pistes qui donnent en tout cas une vague idée du rapprochement que l'on pourrait établir entre des phénomènes intangibles et des paramètres identifiables. Dans tous les cas, il faut tenter d'isoler les phénomènes, ce qui représente une tâche extrêmement ardue, mais cela constitue aussi un procédé des plus valables, en considération un domaine extrêmement important et que l'on sous-estime tout autant, celui de la propagation de la lumière. Si vous avez usé vos fonds de culotte sur les bancs scolaires, il est fort probable que des professeurs, dont vous gardez un impérissable souvenir, j'en suis convaincu, vous aient titillé les méninges à coups de lentilles concaves ou convexes, biconcaves ou biconvexes, de milieux plus ou moins réfringents, d'indices de réfraction ou de diffraction, ou de vous permettre par la suite de vous aventurer dans des questions relatives à la dualité de la lumière entre le corpusculaire et l'ondulatoire. Il ne s'agit ici pourtant que de quelques exemples, et que je ne vais pas poursuivre de peur de vous assommer par la quantité de matière que cela représente, mais qu'il faut pourtant ne jamais oublier dans nos études car elle est très importante. On peut parler de simples reflets, mais il faut pouvoir avoir seulement une idée de ce que notre milieu environnant, dans sa simplicité apparente, peut générer comme interaction ou interférence. Il ne faut pas perdre de vue que de minimes modifications peuvent en finale provoquer des phénomènes très différents de ceux attendus. Pour illustrer mes propos, je ne parlerai que de quelques exemples connus, mais très souvent oubliés. L'ombre d'une personne qui apparaît démesurée sur le trottoir d'en face. L'incroyable différence qu'une image peut donner dans un palais des glaces, si le sujet se déplace, même très peu. Le fait que l'être humain ne peut que très difficilement rester strictement immobile, et que, en dépit de toute sa réelle sincérité, si l'on devait prendre des mesures très précises, on mettrait effectivement en évidence des modifications qui à elles seules peuvent modifier le résultat.
Il ne faut pas oublier non plus que notre milieu environnant, qui nous paraît parfois strictement immobile, ne nous donne qu'une apparence fallacieuse. Cette voiture est-elle en stationnement? Eh bien, vous me direz qu'on peut en tirer la conclusion qu'elle ne bouge pas. Or, elle est déjà soumise au mouvement de rotation de la Terre, tout comme vous et moi. Le Soleil se déplace lui aussi, même si quelques secondes ne semblent pas changer grand-chose, mais ça peut faire quand même une différence. La voiture est montée sur des pneumatiques, ce qui la rend sensible aux vibrations, et il en serait d'ailleurs de même si elle était rivée au sol. Une foule de considérations nous échappe au quotidien, à chaque seconde de notre existence. Quantité de rayonnement passe complètement inaperçue, simplement parce que l'œil humain n'y est pas sensible, et il ne viendrait pourtant à l'idée de personne de mettre leur existence en doute. Je vais me permettre de faire une petite pause pour respirer, et pour vous permettre également de récupérer un petit peu de toute cette masse de données. Je vous fixe rendez-vous, à tout de suite. Voici donc la deuxième partie de la conférence sur les orbes et la méthodologie de recherche, destinée, je vous le rappelle, exclusivement à Chronos et à son forum de la Porte du Temps. Rassurez-vous, je n'en ai plus pour très longtemps, du moins en ce qui concerne cette conférence. Pour le reste, eh bien, sans le respect d'une déontologie correcte, sans le recours à une méthode strictement épistémologique, si on s'abstient des notions de quantifiable, de qualifiable, de pondérable, de reproductible en laboratoire, ou en tout cas, si l'on tente de court-circuiter l'examen attentif et très strict de la question par des expérimentateurs patentés, on ne fera que végéter dans un monde peuplé d'incertitudes, d'idées inachevées, qui auront elles aussi un côté très frustrant. Bref, on n'obtiendra jamais gain de cause et le travail réalisé jusqu'ici sera perdu, ou pire encore, relégué définitivement au rang des sornettes et des balivernes. Or donc, on le sait très bien, il est arrivé que la science se trompe, mais elle progresse par la correction de ses propres erreurs. Elle-même ne procède que par tâtonnement et expérimentation 1000 fois renouvelées. En dépit de cela, elle doit parfois encore se remettre en question, c'est vrai. Tout cela est entendu. Cependant, il ne faudrait pas non plus s'imaginer, sous ce prétexte, que le recours à la science soit vain et que l'on puisse le détourner. Car en définitive, c'est toujours le labeur acharné, la méthode appliquée dans un sens très strict, ne permettant aucune fantaisie, qui a permis d'aboutir à l'essor que l'on connaît actuellement, les progrès technologiques, la conquête de la Lune et le début d'une exploration spatiale qui n'en est encore qu'à ses prémices. Tout cela est bien beau, me direz-vous. Je viens d'insister lourdement sur l'importance de la méthode, de l'expérimentation, de la réitération des phénomènes observés. Il faut aussi parler des connaissances que les chercheurs doivent, ou en tout cas devraient, maîtriser avant de se lancer dans 1000 hypothèses. Il faut par exemple, pour reprendre le problème à sa source, considérer que si les orbes sont apparus aussi bien en mode argentique, polaroïde que numérique, c'est malgré tout incontestablement ce dernier phénomène, c'est-à-dire le développement du numérique, qui a coïncidé avec le développement de la phénoménologie que nous étudions. Entendons-nous bien, il faut donc non seulement disposer des connaissances requises en matière de photographie, du fonctionnement comparatif des appareils, ce qui est déjà révélateur d'importantes différences qu'il faut tenir en ligne de compte, mais il faut également savoir que la démocratisation des APN, les facilités octroyées par ce nouveau système qui a supplanté l'argentique et l'utilisation d'un système complètement différent, ont considérablement modifié la statistique des apparitions d'orbes, de sorte que, d'une certaine manière, le phénomène s'entretient de lui-même et ne fait que se ramifier, se subdiviser et finalement exploser au-delà de ce qu'il mérite initialement. Ce qui n'est d'ailleurs déjà pas peu de choses. Il est important de pouvoir prendre en considération, de la manière la plus sérieuse qui soit, l'ensemble des points qui sont susceptibles de provoquer le phénomène sans le moindre recours au paranormal, au surnaturel